Il faut voir comment François Bayrou se représente le peuple de France, s'il croit qu'il existe. Il lui donne 3 prénoms. Simone, Jeannot et Jojo. Ce sont des métonymies du peuple français, qui ne comprend rien, qui est incapable de comprendre la situation financière et économique de la France, parce qu'il est arriéré. C'est le nom que Emmanuel Macron avait donné aux Gilets jaunes. Ça veut dire, vous êtes débiles, vous êtes des demeurés. La France n'est pas une démocratie. Croire que la démocratie, c'est le retour aux urnes, c'est se tromper. Le néolibéralisme est autoritaire. Il est incompatible avec la démocratie. Il apparaît de plus en plus clairement que le néolibéralisme, qui prône l'adaptation de tous à la mondialisation, est en train de menacer les conditions minimales de la vie. En fait, le néolibéralisme s'imbibe et s'imprègne partout, et il nous imprègne nous-mêmes, dans nos corps, dans notre santé mentale, dans nos habitudes, dans nos manières de faire. Où est-ce qu'on trouve le libéralisme à l'état pur? C'est à l'échelle de l'Union européenne. Quand vous êtes violent et autoritaire, c'est que vous n'avez pas d'autorité. C'est que vous êtes faible. L'ensemble des élus ne constitue pas une élite. C'est justement ce qui rend notre époque passionnante. Ils sont manifestement incompétents, ils sont manifestement ignorants, ils sont manifestement mal intentionnés et plutocratiques. Donc ce n'est pas une élite. Barbara Stiegler, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, vous êtes agrégé de philosophie et professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes également membre honoraire de l'Institut universitaire de France et auteur de nombreuses études sur Nietzsche et de l'essai « Il faut s'adapter ». Vous explorez régulièrement les origines de l'injonction à l'adaptation, les origines néolibérales. Et vous avez publié Du Cap aux grèves en 2020 qui analysait les mouvements sociaux récents et Démocratie manifeste, où vous appelez à redonner au peuple la capacité à se gouverner lui-même et dénoncer une démocratie dévoyée et oligarchique. Alors, au moment où on tourne cette vidéo, les institutions sont en crise, le gouvernement se prépare à un des plus gros sabotages austéritaires depuis bien longtemps et les gens qui sont épuisés à force d'être pressurisés sont prêts à se révolter. Est-ce que pour vous, on assiste à une crise du néolibéralisme ? Oui, on assiste très clairement à une crise du néolibéralisme depuis d'ailleurs fort longtemps. Je pense qu'il serait intéressant de chercher les dates où la crise du néolibéralisme commence à s'affirmer. Alors c'est très difficile à trouver, mais c'est certainement pas les années 70 ou 80, puisque au contraire, dans les années 70 et 80, les régimes néolibéraux arrivent au pouvoir. Le néolibéralisme est, comme je l'ai expliqué dans Il faut s'adapter, beaucoup plus ancien, puisqu'il naît dans les années 30 d'une réflexion sur la nécessité de normes artificielles pour instaurer le marché. Donc la théorie néolibérale, elle naît dans les années 30, et en particulier avec le colloque Lippmann en 1938, mais j'ai montré qu'il y avait une histoire beaucoup plus longue qui remontait même on peut dire aux années 20. Donc le néolibéralisme a un siècle d'un point de vue théorique. Mais il devient victorieux dans les urnes, dans les esprits, dans toutes les cultures, à droite et à gauche, à partir des années 80. Et il arrive au pouvoir dans les années 70. Donc, ça fait un siècle que le néolibéralisme existe. Ça fait un demi-siècle qu'il gouverne notre ère culturelle et qu'il a imprégné. C'est très, très important d'insister là-dessus. Non seulement presque toute la droite. Il y a une partie de la droite qui reste souverainiste, authentiquement gaulliste, ou une partie de l'extrême droite, anti-néolibérale. Elle existe, mais elle est réduite à la portion congrue. Et puis, ce néolibéralisme, il a envahi toute une partie de la gauche. Il y a une partie de la gauche qui continue à lui résister, heureusement, mais une grande partie de la gauche, et en particulier de la gauche dite, je dis bien dite, socialiste, qui est complètement imprégnée d'une vision néolibérale à partir des années 80. Ça va continuer à monter en puissance dans les années 90. On va avoir des gouvernements soi-disant socialistes qui font des politiques de privatisation, de dérégulation, d'austérité, etc., etc. Tout le monde sait ça très bien. Et puis,
Il va y avoir une discussion sur le mondialisme, le bon mondialisme, la bonne mondialisation. On va même parler d'altermondialisme. Donc, c'est quand même curieux parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas contester la mondialisation. Et c'est seulement au tournant des années 2000 que le néolibéralisme va commencer à entrer en échec. Et l'une des raisons majeures, enfin il y a deux raisons, les deux raisons majeures pour lesquelles le néolibéralisme entre en échec, c'est qu'il apparaît de plus en plus clairement que le néolibéralisme, qui prône l'adaptation de tous à la mondialisation, est en train de menacer les conditions minimales de la vie. Alors, de la vie sur Terre, avec la crise écologique, qui devient quelque chose dont tout le monde est conscient au tournant des années 2000, qui s'impose absolument partout. Et puis, l'idée que le néolibéralisme menace la vie humaine. Pas seulement la vie sur Terre, pas seulement les écosystèmes, il n'est pas seulement écocidaire, parce que la mondialisation serait écocidaire, mais ça menace la vie humaine sur la question de la santé, des retraites, de la capacité à se nourrir, de l'appauvrissement qu'il crée et qui menace les conditions même de la vie. Il faut voir que cette notion de vie devient centrale à partir des années 2000. Vie non humaine et vie humaine. Et puis, il y a une troisième chose qui s'installe, c'est que le néolibéralisme est autoritaire et qu'il est incompatible avec la démocratie. Et ces trois prises de conscience collectives, que le néolibéralisme menace la vie et est dangereux d'un point de vue écologique, que le néolibéralisme menace la vie humaine dans les choses les plus fondamentales du rapport à la mort, du rapport à la santé, à la maladie, que le néolibéralisme est autoritaire et empêche la démocratie, vont se cristalliser dans un moment démocratique extrêmement important, qui est la discussion de tout un peuple autour du projet de traité constitutionnel européen en 2005. C'est un moment fondamental de notre vie politique. Et on continue aujourd'hui de vivre la suite de ce moment. C'est un moment extrêmement démocratique. Il y en a très très peu. Je le redirai au fur et à mesure de notre entretien. Il y a très peu de moments démocratiques dans ce pays. C'est très rare qu'il y ait des moments démocratiques. Mais il y en a eu. Et là, c'est un grand moment démocratique. Pourquoi ? Parce que tout un peuple se met à délibérer avec lui-même pendant des mois autour d'un texte. Donc les gens lisent. Comme vous vous en souvenez peut-être, le projet de traité constitutionnel européen, le livre, est un succès de librairie absolument extraordinaire. Donc voilà, le peuple se met à lire ce projet et à écrire un contre-projet. Collectivement, ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas des individus séparés les uns les autres qui penseraient comme ça dans leur fort intérieur. C'est vraiment un collectif délibérant. Or, c'est la définition même du peuple. Le peuple, ce n'est pas un agrégat d'individus, ce n'est pas une somme d'individus isolés les uns des autres, c'est forcément toujours un collectif qui délibère avec lui-même. Et ce moment démocratique, avec toutes ces réunions, toutes ces délibérations, cette effervescence dans le pays, il a donné lieu à quelque chose que tous les éditocrates, toute la pensée dominante, tout ce que certains appellent le bloc bourgeois, redoutaient absolument. C'est-à-dire que le peuple, vraiment je pense qu'on peut parler de peuple ici, il a dit massivement non. Que s'est-il passé ? Tout le monde connaît la suite. Ce non a été bafoué par les gouvernants. Et il a été bafoué pas seulement par Nicolas Sarkozy avec le traité de Lisbonne, mais donc 2 ans plus tard, mais il a été bafoué par la presse de gauche, par ceux qui étaient censés soutenir ce mouvement démocratique. Il y a eu un éditorial absolument insultant de Serge July, journaliste à Libération, pour expliquer que c'était la victoire des obscurs populistes, de la plèbe. Donc là, un divorce s'est installé entre une gauche dominante, prétendument à gauche, et qui ne l'était déjà plus depuis longtemps, la droite et le peuple. La crise de 2005, c'est le début d'une crise qui ne va pas cesser de s'aggraver. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va y avoir des nouveaux actes, pour parler comme les Gilets jaunes. Donc 2005. Ensuite, un acte extrêmement important, c'est 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, les Gilets jaunes. Ensuite, c'est ce qui s'est passé avec le Covid, on pourra peut-être en parler, qui est gravissime, qui a laissé des traces gravissimes dont personne ne parle,
publiquement, dont il est encore interdit de parler. C'est ce qui s'est produit avec la mobilisation massive du peuple contre la réforme des retraites et maintenant la situation politique dans laquelle on est. Ça n'a cessé de s'aggraver. Et pour bien comprendre, puisqu'on en parle maintenant depuis quelques minutes, c'est quoi ce fameux néolibéralisme et comment on en est arrivé à imposer un tel système? Pour comprendre le néolibéralisme, il faut comprendre le préfixe néo. Il faut prendre le préfixe néo au sérieux. Et quelqu'un l'a fait dans le champ intellectuel, c'est Michel Foucault, qui a pris très au sérieux la différence entre le néolibéralisme et le paléolibéralisme, l'ancien libéralisme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le néolibéralisme? Voilà la question. La réponse est que les anciens libéraux croyaient que le marché était une donnée de nature, que ça se faisait tout seul, automatiquement, qu'il suffisait en fait de limiter l'État et de laisser faire. Et les néolibéraux sont ceux qui ont compris, et là-dessus ils ont raison, que le marché ne marchait pas tout seul. Le marché ne marche pas, il dysfonctionne. Si on le laisse aller naturellement à son cours, il dysfonctionne. Et pourquoi il dysfonctionne? Je l'avais expliqué dans une émission précédente des Lucides, il dysfonctionne parce que d'après les néolibéraux, l'espèce humaine est mal conformée, elle est remplie de ce qu'on appelle aujourd'hui des biais cognitifs. Elle raisonne mal, son raisonnement est archaïque, son cerveau est adapté à une époque préhistorique dans laquelle il n'y avait pas la mondialisation. Et dans le nouvel environnement qui est celui de la mondialisation, l'espèce humaine est en retard, elle ne comprend pas, et donc il faut la discipliner, l'éduquer, lui donner un cap pour qu'elle aille dans la bonne direction. Donc, ce nouveau libéralisme va, au lieu de faire comme les anciens libéraux, avoir horreur de l'État et tout miser sur la société civile, c'est-à-dire les interactions sociales spontanées entre les membres d'une société, ce nouveau libéralisme va au contraire considérer que seuls les moyens artificiels de l'État peuvent permettre d'instituer, je dis bien instituer, par ce que ça a d'artificiel, un marché qui marche. Et donc, ces gens vont déployer une politique d'éducation, une politique culturelle, une politique sociale, une politique du travail, et vont absolument en fait, s'appuyer sur un État de plus en plus fort et de plus en plus invasif, tatillon, et ne plus du tout se mettre d'accord avec les autres libéraux qui sont pour le moins d'État possible. Donc il faut absolument, pour comprendre le néolibéralisme, distinguer les néolibéraux des libertariens. Le libertarianisme, à la manière de Trump ou de Milei, n'est pas le néolibéralisme. Le néolibéralisme, il n'est pas victorieux en ce moment aux États-Unis. Il est victorieux quand les démocrates gagnent les élections. Parce que les démocrates comme Obama ou Biden sont des néolibéraux. Ce serait très facile à montrer. Ils considèrent qu'il faut instituer le marché, il faut instituer une politique de l'emploi favorable au marché, à l'employabilité, etc. Un très bon exemple, c'est le discours populaire de Michelle Obama sur comment, quand on vient des banlieues, on peut se fabriquer tout seul et puis sortir de la misère par l'empowerment à la sauce néolibérale de Madame Obama. Mais ce qui est victorieux aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas le néolibéralisme, c'est le libertarianisme qui est pour le moins d'État possible. On tronçonne avec Elon Musk ou Javier Milei, on tronçonne de la manière la plus violente possible l'État, on le découpe en morceaux pour qu'il en reste strictement rien, à part l'armée, la police et la justice. Et encore, la justice, on la met au pas du chef, et donc un État minimal. Ça, c'est le libertarianisme. Et ce libertarianisme est tout à fait compatible avec un anti-mondialisme, puisque Trump, comme ça n'a échappé à personne, combat la mondialisation. Et son électorat est hostile à la mondialisation et il s'appuie là-dessus. Donc, ce n'est pas le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est au contraire l'adaptation de tous à la mondialisation. Donc, où est-ce qu'on trouve le libéralisme? À l'état pur, de l'état chimiquement pur ou à l'épure, c'est à l'échelle de l'Union européenne, qui est profondément néolibérale. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que ce néolibéralisme triomphant, en particulier au niveau de l'Union européenne, il est mis en danger, il est menacé par la montée de la question de la souveraineté, sous toutes ses formes, la souveraineté de l'État, la souveraineté du peuple, la souveraineté populaire, et je pense que c'est une très bonne chose. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous.
Et quel effet ces décennies de néolibéralisme et ces exigences d'adaptation ont produit sur les individus? Alors, des effets extrêmement profonds et je pense que le début de la sortie des problèmes consiste à prendre conscience de la manière dont nous sommes nous-mêmes imprégnés par le néolibéralisme. Je veux dire qu'une grande erreur que j'ai énormément combattue, c'est de croire que les néolibéraux, ce seraient les autres. Que ce seraient les grands capitalistes dans l'hyperconcentration de leurs richesses, loin de nous, ailleurs. En fait, le néolibéralisme s'imbibe et s'imprègne partout et il nous imprègne nous-mêmes, dans nos corps, dans notre santé mentale, dans nos habitudes, dans nos manières de faire. Un exemple que j'ai souvent donné, quand de manière extrêmement banale, on va sur des plateformes pour choisir notre restaurant, notre hôtel, et que de manière extrêmement banale, on met une note pour participer à cette mise en compétition de tous contre chacun par celui qui est connecté à un smartphone. Bon, ça, c'est un modèle typiquement néolibéral, où en fait le travailleur, celui de la plateforme Uber ou de telle ou telle structure hôtelière, il est mis en compétition par le consommateur qui devient son manager et éventuellement son manager toxique. Quand on fait ça, on s'en rend même pas compte, mais on participe à une fabrique du sujet et du capitalisme néolibéral. De la même manière, à l'école, quand on commence à rentrer avec ses propres enfants, et on est contraint de le faire, c'est extrêmement difficile de ne pas le faire, quand on commence à rentrer dans la course dès le collège, dans la course à la bonne filière, à la bonne zone géographique, au bon choix de spécialité, qui permettent finalement de doubler les autres et d'entrer dans la filière dans laquelle il y a un déficit, une rareté des ressources malthusienne et dans laquelle il faut être en compétition avec tout le monde pour pouvoir accéder à cette ressource rare, on se met dans une situation de compétiteur et on épouse les catégories de la compétition. Pour moi, je peux en parler, c'est extrêmement douloureux. J'ai eu 3 enfants. Avec mes 3 enfants, j'ai été obligée de faire ce parcours parce que j'ai pas fait le choix d'une désocialisation et j'aurais pu dire après tout, on abandonne l'école, on va vivre ailleurs, on fait l'école nous-mêmes à la maison. Je n'ai pas eu la force de faire ce choix radical, il m'a semblé trop aventureux. Donc j'ai été obligée de jouer le jeu de l'école publique. Et l'école publique aujourd'hui, elle est profondément réformée par le néolibéralisme. Et elle oblige tous les sujets, parents et enfants, foyers, à être en compétition les uns contre les autres. On l'a vu pendant la crise du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid? On aurait pu imaginer un énorme mouvement de solidarité, ou au niveau scolaire, ou parce qu'il y avait une épidémie, parce qu'il y avait des morts, les gens se seraient assemblés pour s'entraider, pour travailler sans les notes, sans l'évaluation, sans la compétition. C'est tout l'inverse qui s'est passé. La société a été pulvérisée en des millions de foyers isolés les uns des autres derrière leurs écrans et en compétition les uns derrière les autres au moment même où il y avait une épidémie qui causait des milliers de morts. C'est effroyable comme vision. Bon, moi, j'ai trouvé ça effrayant. Et que certains intellectuels nous parlent du Covid comme un Christ qui nous avait apporté, tel un sauveur, la solidarité, comment il s'appelait ça? Le monde d'après, dans lequel les générations seraient solidaires les unes des autres, dans lequel on serait dans une politique écologique, sociale. Mais j'ai trouvé ça complètement délirant comme discours. On avait sous les yeux strictement l'inverse, c'est-à-dire que la compétition scolaire était déchaînée, les gens étaient isolés les uns derrière les autres, et ça a créé ce qu'on sait, c'est-à-dire une attaque, et c'est là pour vous répondre à votre question sur les effets, une attaque de la santé mentale. La jeunesse aujourd'hui ne s'est toujours pas remise, tout le monde le constate, toutes les études en attestent, ne s'est toujours pas remise de ce qui s'est produit pendant le Covid. Non pas de la maladie elle-même, ça la jeunesse s'en est très bien remise, parce qu'elle était assez peu touchée, mais de la gestion profondément néolibérale de cette crise, où chacun devait rester en compétition avec les autres au milieu d'une épidémie. Et ça a détruit l'entrée dans la vie de beaucoup de jeunes, ça a détruit leur scolarité, ça a détruit leur santé mentale, leur rapport aux écrans, leur rapport à l'hygiène de vie minimal. Ça a déclenché un monde extrêmement, finalement, le vécu d'un monde extrêmement angoissant. Et j'insiste, on n'a toujours pas soldé les effets de cette crise. Donc voilà, le néolibéralisme, il a des effets sur notre corps, sur notre âme, sur notre psyché,
extrêmement profond et ce serait très naïf de croire que le néolibéralisme, c'est ailleurs, à Wall Street, loin de nous, c'est les grands méchants. Et non, le néolibéralisme, il est en nous. Et il y a eu quoi aussi comme conséquence sur notre rapport au travail? Alors, un rapport double, je dirais. D'abord, dans un premier temps, il y a eu une phase addictive qui passe par des fonctionnements hormonaux de dopage. C'est-à-dire que le stress de la compétition, dans une première phase, est extrêmement agréable. Donc, dans un premier temps, ça correspond aux années 80, 90, etc. Tout le monde, finalement, joue ce jeu et un peu comme au début où on prend de la drogue, c'est bon. Et donc, tout le monde va jouer le jeu du management, de la compétition, etc. Et c'est exactement comme la drogue, parce qu'en réalité, au bout d'un moment, ce fonctionnement hormonal qui repose vraiment sur la sécrétion d'hormones, au bout d'un moment, ça fait du mal à la santé et ça devient délétère et ça se transforme en souffrance au travail. Donc, c'est tout à fait comparable. Et est-ce que le néolibéralisme est compatible avec la démocratie? Alors, je pense que le néolibéralisme, c'est ce que j'ai soutenu dans mon ouvrage Il faut s'adapter, est une théorie de la démocratie. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. On le cantonne souvent à une simple théorie économique. On ne voit pas que c'est une théorie politique. Donc, c'est une théorie politique. C'est une théorie de la démocratie. C'est la première chose que je vais expliquer. Mais j'expliquerai également que c'est une théorie de la démocratie qui est totalement mensongère et qui trahit l'idée même de démocratie. D'abord, pourquoi c'est une théorie de la démocratie? Parce que les néolibéraux ont un discours sur le peuple. Pour eux, le peuple, et Lippmann le dit explicitement, est une fiction. Le peuple n'existe pas. Il n'y a que des individus, que des masses, des agrégats d'individus, ce qu'il appelle des masses. Et ces masses n'ont aucune volonté cohérente. Donc, l'un des premiers adversaires de Lippmann, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est l'idée d'un peuple qui aurait une volonté générale. La volonté générale n'existe pas parce que déjà le peuple n'existe pas. Donc il n'y a qu'une masse hétérogène qui part dans tous les sens et qui est profondément irrationnelle et archaïque. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, parce que les cerveaux qui composent cette masse sont tous affectés de pulsions qui étaient parfaitement bien adaptées à l'époque préhistorique, mais qui sont devenues, pour les néolibéraux, inadaptées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui très bien les biais cognitifs, qu'on retrouve dans une certaine psychologie évolutionniste, inadaptés à un monde mondialisé dans lequel les rythmes s'accélèrent et l'espace est sans clôture. Donc en gros, l'idée, c'est que notre cerveau est très bien adapté à un monde stable et clos, comme la petite communauté villageoise ou la toute petite cité, mais que dès que ça va au-delà, dès qu'on est dans un grand pays et que les rythmes s'accélèrent, la masse pense mal, elle pense n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Donc, en même temps, disent-ils, il nous faut éviter le fascisme, parce qu'ils sont contemporains de l'accession au pouvoir de Mussolini et de Hitler, et ils combattent les régimes fascistes et totalitaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre ce qui s'est appelé le gouvernement représentatif, c'est-à-dire l'idée que seuls des élus exceptionnels par leur sagesse et leur vertu pourraient gouverner le pays. Face à la revendication démocratique qui surgit au XVIIIe siècle, et en particulier au moment de la Révolution française, et même un peu au moment de la Révolution américaine qui la précède, il y a l'arrivée d'une revendication nouvelle qui réactive le terme grec de démocratie. La réponse de la bourgeoisie et ensuite de la bourgeoisie libérale va être « la démocratie est impossible ». Parce que le peuple est irrationnel, on retrouvera ça chez les néolibéraux, mais biologisé par les néolibéraux, réactivé à la sauce biologique de la théorie de l'évolution. Donc le peuple est irrationnel et seuls des élus, et il faut prendre le terme au sens quasiment biblique, des gens exceptionnels par leur savoir et leur vertu, peuvent guider le peuple dans la bonne direction et apercevoir l'intérêt général. Le peuple en est incapable. Ça, c'est une vieille théorie, elle a 2 siècles, c'est la théorie du gouvernement représentatif, du régime électif. Si ce sujet vous intéresse, on a fait une chronique d'ailleurs sur Elucide, exactement sur cette thématique, hein, et on a d'ailleurs appelé ce régime la représentatie. On vous met le lien, vous pourrez aller voir aussi si ce sujet vous intéresse. Alors, ça s'appelle le gouvernement représentatif, mais pour ma part, je préfère l'appeler le gouvernement électif,
parce que je trouve que le mot de représentation est un mot piège. C'est-à-dire qu'il veut dire deux choses contraires. On le voit très bien dans le livre de Bernard Manin sur le gouvernement, les principes du gouvernement représentatif. La représentation, ça peut vouloir dire, dans le sens courant, le reflet, le miroir, la copie. Et à ce moment-là, les représentants seraient une stricte copie du peuple. Mais dans l'histoire politique qui est la nôtre, la représentation veut dire le contraire. C'est-à-dire que nos représentants sont légitimes à nous représenter parce qu'ils sont supérieurs à nous, parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Par exemple, nous, le peuple, parlons mal, ne sommes pas doués en élocution particulièrement. Eux ont un talent oratoire. Nous ne sommes pas spécialement cultivés, eux sont cultivés. Donc on voit à quel point cette logique de la représentation, c'est-à-dire de l'élection et de la supériorité de ceux qui nous gouvernent, elle est chevillée au corps en nous. C'est-à-dire un peu comme le néolibéralisme, on est imprégné par cette théorie de la soi-disant représentation, mais encore une fois ce mot est un piège, c'est-à-dire cette théorie de l'élection. Donc on a chez les néolibéraux la reprise du gouvernement électif avec l'idée qu'il y a des êtres supérieurs qui sont les élus et une masse inférieure qui est le soi-disant peuple qui n'existe pas. Donc on a chez les néolibéraux la reprise de la thèse du gouvernement représentatif, du gouvernement donc électif, mais elle est radicalisée avec l'idée que le peuple est totalement irrationnel, qu'il faut le conduire dans la bonne direction, et que donc il faut que la démocratie soit une démagogie, c'est-à-dire conduire le peuple, qui est donc en fait la population, parce que le peuple n'existe pas, la population, c'est un autre sens du mot grec démos, dans la bonne direction, c'est-à-dire l'adaptation à la mondialisation. Et comment faire ? C'est là où le néolibéralisme se distingue du vieux gouvernement électif. On va le faire par deux moyens. Par des experts dans la conduite de la population, dans la fabrique de la population et dans la fabrication de son consentement, et par des industries. Et par des experts dans ces industries. Et ces industries, ce sont les industries culturelles. Les industries culturelles sont extrêmement importantes pour les néolibéraux. Elles sont largement aussi importantes que les industries manufacturières. Parce qu'elles consistent à fabriquer le consentement, la pensée, les orientations, les comportements des populations. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'industries culturelles. On a bien sûr la presse et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les médias. Donc, on peut intégrer évidemment Internet à cette industrie culturelle. On a tout ce qui relève des arts visuels, les images, cinéma, les séries, le monde de l'écrit, les livres, tout ça, ça fait partie de l'industrie culturelle. Et puis, après les premiers néolibéraux, vont s'inventer des choses, des techniques comme par exemple le nudging, c'est-à-dire des techniques d'ingénierie sociale qui poussent les populations dans la bonne direction en donnant des coups de pouce discrets et invisibles. Ces techniques de nudging sont basées sur l'idée que je rappelais tout à l'heure, selon laquelle l'espèce humaine raisonne mal, elle est remplie de biais cognitifs, et donc il faut la réorienter pour le bien, avec un grand B, pour l'écologie, pour la sécurité, pour la paix civile, etc. Il faut orienter ces populations qui raisonnent mal et qui se comportent mal dans la bonne direction par des techniques d'ingénierie sociale. Ce qui est quand même gravissime sur le plan démocratique. Pourquoi ? Parce que le nudging, en un sens, c'est exactement le schéma inverse au schéma démocratique. Ça consiste à vous faire des choses sans que vous vous en rendiez compte et sans qu'il y ait une discussion, une délibération possible sur la chose, puisque vous vous en rendez pas compte. Ça consiste à ce que des experts éloignés de vous, qui ne sont pas concernés, vous téléguident vos comportements par des schémas quasiment pavloviens, en utilisant vos réflexes, vos impulsions, vos pulsions, etc. Et ça empêche donc tout à fait la naissance d'un esprit critique et d'un espace de délibération démocratique où on échange argument contre argument. Donc c'est extrêmement grave. C'est pas la même chose que la dictature qui vous enferme dans une prison, qui vous matraque et qui vous torture. Je fais la différence. Je dis pas que la France est une dictature, et même pas sous le Covid. Mais c'est un mode de gouvernement qui reste autoritaire.
le néolibéralisme est une théorie autoritaire de la démocratie. Ce qui est absurde, parce que ça consiste, le néolibéralisme, à dire la démocratie est un régime dans lequel le peuple ne gouverne pas, le peuple n'a pas le pouvoir parce qu'il est inapte au pouvoir. C'est quand même, vous me l'accorderez, une très étrange théorie de la démocratie. Donc c'est une théorie complètement antidémocratique du gouvernement qui se prétend la théorie de la démocratie et qui est devenue la théorie dominante. Attention, c'est devenu la théorie dominante. La thèse selon laquelle les Français sont réfractaires, ils sont en retard, ils n'ont pas compris. Vous avez peut-être écouté comme moi la dernière interview solennelle du Premier ministre François Bayrou. C'était au début du mois de septembre, avec toutes les télévisions en continu, 4 journalistes. Il faut voir comment François Bayrou se représente le peuple de France, s'il croit qu'il existe. Il lui donne 3 prénoms, Simone, Jeannot et Jojo. C'est quelque chose qui a été assez peu commenté. Mais qui sont Simone, Jeannot et Jojo? Ce sont des métonymies du peuple français, qui ne comprend rien, qui n'a pas compris, qui est incapable de comprendre la situation financière et économique de la France, parce qu'il est arriéré. Ça, c'est le Premier ministre de la France considère que les Français sont incapables de comprendre, et que seuls des experts qui fabriquent des chiffres absolument extrêmement techniques, c'est pour ça qu'il arrive à 44 milliards. 44! C'est très important que ce soit 44. Parce que 44, c'est une façon de dire vous pouvez rien y comprendre. C'est très compliqué. Personne d'ailleurs n'y comprend rien. J'entends des éditorialistes dire mais je comprends pas pourquoi il dit 44. Ça vous donne l'impression que l'économie de la France est quelque chose d'extrêmement compliqué, que le peuple ne peut pas comprendre. Alors qu'en fait, c'est assez simple. On peut écouter d'autres discours politiques qui sont extrêmement intelligibles, on comprend assez vite, à coup de quelques opérations. On peut avoir en plus une discussion, parce que c'est discutable, de savoir s'il faut faire des économies et à quelle hauteur. Tout ça est matière à une discussion démocratique, et c'est tout à fait possible d'avoir ces discussions. Mais avec quelqu'un avec un néolibéral comme François Bayrou, c'est impossible, puisque de toute façon, on considère que le peuple n'est fait que de Jojo, de Simone et de Jeannot, incapable de comprendre. Donc, il faut lui laisser la main, et le peuple est renvoyé à ses affects. Il souffre, il a mal, il a peur, il ne comprend pas, il n'a que des pulsions, et il s'agit de soigner ces pulsions en envoyant des signaux. Mais parmi les techniques aussi de fabrication du consentement que vous citez, est-ce que vous n'en voyez pas une qui, en tout cas moi, qui m'apparaît assez frappante, puisque j'ai quand même l'impression que de plus en plus, quand on les entend parler, ils ont tendance à assimiler la démocratie avec la démagogie, voire le populisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je disais que le néolibéralisme confond la démocratie et la démagogie. La démagogie, ça signifie en grec le fait de conduire la population, agoger, ça veut dire conduire, mener à son maître, conduire la population dans une certaine direction. L'agoger, ça peut aussi vouloir dire l'éducation de la population. Donc, on considère que le peuple n'est pas éduqué, il faut le discipliner, il faut le dresser, et il faut faire la pédagogie, terme qu'on entend tout le temps, des réformes, et on s'adresse au peuple comme à un enfant non discipliné et mal élevé. Ça, c'est clair. Le néolibéralisme confond la démocratie et la démagogie. La démocratie part du principe inverse, du fait que tout citoyen est suffisamment éclairé pour délibérer rationnellement et avec ses affects, qui ont le droit d'exister et qui ont une valeur, sur les questions. Le populisme, c'est un terme que, personnellement, je ne reprends pas à mon compte. Je considère que c'est un terme piège, parce que c'est un terme profondément péjoratif. Alors, il y a eu une tentative à gauche de revendiquer un populisme positif, qu'on a appelé le populisme de gauche. Ça a été, à un moment de l'histoire de la France insoumise. C'est lié à un intellectuel argentin comme Ernesto Laclau et une intellectuelle belge, Chantal Mouffe. Moi, ça me semble assez fragile dans la mesure où populisme est vraiment devenu un terme péjoratif, et les gens qui dénoncent le populisme sont en fait très massivement des gens qui dénoncent la croyance dans le peuple, dans la croyance dans l'existence possible du peuple et dans la possibilité pour le peuple d'avoir une volonté
cohérente et d'avoir une pensée. Donc, ceux qui nous parlent de populisme, la plupart du temps, c'est toujours teinté d'un mépris pour le peuple. Et je pense que c'est profondément le cas du néolibéralisme qui s'est structuré autour de l'opposition au populisme. Et pourquoi est-ce que les néolibéraux ils détestent autant la démocratie? Pour au moins 2 raisons. D'abord, ils sont les héritiers du gouvernement électif, en droite ligne, de gens comme Madison, Hamilton, de gens comme Sieyès. Ils sont directement de tous les libéraux du 19e siècle qui ont théorisé la démocratie comme un système représentatif dans lequel les élus s'acceptent, sont au-delà, sont au-dessus, savent mieux, etc. Ça, c'est le grand malentendu sur lequel on est encore. À chaque fois que j'entends, je l'ai dit moi aussi pendant des années, l'expression « notre démocratie », on commet cette erreur. La France n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Il y a eu des moments démocratiques en France. C'est rare, c'est rarement arrivé. J'ai donné l'exemple de 2005 qui a été un moment démocratique. Mais la plupart du temps, on a des individus tous isolés les uns des autres qui ont délégué définitivement leur pouvoir à des représentants qui sont censés être supérieurs à eux. Et la deuxième raison pour laquelle ils détestent la démocratie? Et la deuxième raison, c'est que non seulement donc, ils sont partisans de ce régime électif, mais en plus, ils le radicalisent en biologisant leur mépris de la population et en allant jusqu'à affirmer que l'espèce humaine est inapte et handicapée. Donc, ils vont encore plus radicaliser leur vision. Et là où le gouvernement électif ou représentatif pouvait laisser une petite part d'initiative au peuple, par exemple dans la forme social-démocrate, avec l'idée que de temps en temps, il faut que le peuple aille dans la rue pour se faire entendre, voilà, où le gouvernement électif aménage des petits moments de ce qu'ils appellent, expression que je combats, des petits moments de respiration démocratique, voilà, où par moment, il y aurait une petite dose d'intervention du peuple par le fait qu'il a le droit de s'exprimer à travers ses représentants syndicaux, par le fait qu'il a le droit de manifester, il faudrait un peu l'écouter. Voilà. Même ça, les néolibéraux ne le supportent pas, puisque c'est la manifestation d'une masse irrationnelle. Donc, ils sont encore plus... les néolibéraux, pour le dire en une phrase, radicalisent le caractère autoritaire de notre gouvernement électif. Est-ce qu'ils n'ont pas eu pour conséquence, à ce moment-là, dans ce contexte, de dépolitiser les citoyens? Absolument. Alors, ça passe par la dépolitisation. Ça passe par une dédémocratisation et par une dépolitisation. Avec l'idée que ce qu'ils appellent une démocratie qui aurait de la maturité, une démocratie adulte, ils appellent ça comme ça, c'est un régime dans lequel les partis sont d'accord sur l'essentiel. C'est ça la vision néolibérale. Et c'est celle qui a gagné. C'est-à-dire qu'à un moment, la droite et la gauche étaient d'accord sur l'essentiel. C'est ce que le Front National a appelé à un moment l'UMPS. C'était très très fort comme formule. Parce que c'était pas faux. C'est-à-dire qu'en gros, ils se distribuaient les postes avec l'alternance, mais ils faisaient la même politique. À quelques détails près, ils étaient d'accord sur le cap, et ils avaient quelques petites différences sur le rythme ou sur la hauteur de l'étiage, mais en gros, c'est la même politique. Donc, pendant plusieurs décennies, la gauche s'est fondue dans la droite, la gauche dite de gouvernement s'est fondue dans la droite de gouvernement pour faire à peu près la même politique, c'est-à-dire le bloc néolibéral. Et aujourd'hui, on est dans Et donc, ça a produit une immense dépolitisation de la société. Puisque la politique, ça suppose évidemment le dissensus, la contradiction, le désaccord, l'affrontement de nos désaccords, la capacité à trouver une solution à nos désaccords, mais ça suppose le désaccord. Et donc, on a, alors qu'on était héritier de la Révolution française, qui a inventé la différence entre la droite et la gauche, je tiens à le rappeler, parce que beaucoup de gens aujourd'hui appellent au dépassement de la différence entre droite et gauche. Je pense que c'est un énoncé très lourd, parce que c'est faire comme si la Révolution française était terminée et qu'on en avait fini avec l'héritage de la Révolution française. Je crois précisément l'inverse. La différence entre la gauche et la droite est née pendant la Révolution française. Et elle n'a cessé de s'installer en France. Donc, c'est une opposition qui est structurante. Et ma conviction, c'est que la Révolution française n'est pas terminée. Je pense exactement l'inverse de ce que disait François Furet dans les années 70. Il disait la Révolution française est terminée. Non, elle n'est pas terminée.
un mouvement comme les Gilets jaunes reprend le processus révolutionnaire. Et on a en France des forces contre-révolutionnaires très très fortes, avec une pulsion pour le chef, pour le roi, pour le monarque, dit républicain, à l'Élysée, les banquets de Versailles, etc. Macron incarne ça. Donc on a vraiment une opposition entre la gauche et la droite qui est structurante, qui est fondamentale, qui est très douloureuse et qui est là. Pendant les décennies d'hégémonie néolibérale, qui, je le rappelle, sont les années 80-90, finalement, ça n'aura pas duré très longtemps, hein, ça aura duré 20 ans, hein, l'hégémonie culturelle néolibérale. Il ne faut pas leur donner plus de pouvoir qu'ils en ont. Pendant cette période, la gauche et la droite, on a fait comme si c'était le même bloc et qu'ils menaient tous la même politique. Je me souviens de dirigeants, pour donner des noms, comme Laurent Fabius, qui expliquait « Ah, c'est pas grave, là, on perd le pouvoir, dans 5 ans, on le reprendra, puis on continuera la même politique. » C'est le jeu de l'alternance, mais on fait la même chose. Et à partir de 2000-2005, une tripartition va s'installer entre le bloc néolibéral, la droite et une gauche réelle, radicale, qui va naître avec des mouvements comme Die Linke, qui va naître en Italie, qui va naître en France avec le parti de gauche, qui sont des gauches sérieuses. Après, on peut être en désaccord avec eux, mais je veux dire, c'est sérieusement des gens qui reprennent l'héritage de la Révolution française et de la gauche révolutionnaire, et qui reprennent, par exemple, le projet de constitution qui a été rédigé par des gens comme Robespierre, reprennent ça très, très au sérieux. Donc, voilà, la gauche est renée de ses cendres dans les années 2000, dans tous ces pays, et elle va disparaître assez rapidement dans certains pays comme l'Italie. Mais elle reste extrêmement vivace en France. Si vous regardez les médias dominants, pas un jour, pas une minute sans laquelle on ne parle d'LFI. On parle d'LFI tout le temps, en permanence, c'est un sujet obsessionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un parti extrêmement important. Comme le RN est un parti extrêmement important. Donc, c'est tout à fait normal que les médias parlent sans cesse de LFI et du RN, parce que ces partis de gauche et d'extrême droite sont extrêmement importants. De même que la droite française est extrêmement puissante. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une droite extrêmement puissante, une extrême droite extrêmement puissante, et une gauche authentique, très forte. Ça contredit le discours néolibéral, pour lequel, dans un pays mûr, dans un pays adulte, il n'y a plus d'opposition politique, et qui est une machine à dépolitiser. Et au même moment, on a un processus de repolitisation. Il y a une repolitisation du pays. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, où des gens qui n'avaient aucune culture politique, aucun attrait pour la politique, aucune expérience politique, se sont politisés à toute vitesse en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sur les ronds-points. Tout ce qui tourne autour du 10 septembre et tout ce qui a tourné autour du mouvement contre la réforme des retraites, c'est du même acabit. On l'a vu dès 2005, on a des vastes mouvements de politisation du pays et de politisation du débat qui sont des choses extrêmes qu'il faut respecter. Il ne faut pas s'en désoler. Il ne faut pas se dire « Oh là là, c'est terrible, cet affrontement gauche-droite, il faudrait passer à autre chose, au-dessus, aller au-delà et faire une espèce d'unité gaullienne du peuple. » Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on s'installe dans l'héritage de la Révolution française et qu'on affronte nos désaccords autour de cet héritage. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand un système politique néolibéral, que vous décrivez très bien, eh bien, il arrive au bout de ses contradictions et qu'il est plus tenable ? Il se passe plein de choses contradictoires. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a de la violence. C'est-à-dire que le néolibéralisme, dans sa forme doctrinale originaire, est hostile à la violence. Il faut fabriquer le consentement de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la population se laisse faire, elle consent. Ça, c'est la théorie de la fabrication du consentement chez Lippmann. Le problème du néolibéralisme à l'heure actuelle qui est atteint, qui est affaibli, qui est mis en cause, qui est en perte de vitesse, c'est qu'il devient violent. C'est-à-dire que après avoir recueilli le consentement, ça c'est la phase du gouvernement électif au XVIIIe siècle, il faut recueillir le consentement. Il y a eu la phase, il faut fabriquer industriellement le consentement, ça c'est le néolibéralisme au XXe siècle. On va le fabriquer industriellement par des industries culturelles. Ça c'est la deuxième phase. Et aujourd'hui, on va forcer le consentement par la violence, par le mépris,
par la violence psychique, comme dans le management toxique, la violence psychique, par la violence physique, la répression armée, hein, la police systématiquement quand il y a une manifestation, avec tabassage, garde à vue, oppression vraiment, qui passe par les armes, donc, et qui n'hésite pas même à blesser les populations, voire à mettre leur vie en danger. Je renvoie à tous les blessés, les blessures de guerre du mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des blessures de guerre qui ont été opérées par les chirurgiens dans les services d'urgence. Et puis, il y a cette violence psychique qu'il ne faut pas oublier. Je parlais tout à l'heure de Jojo, et de Simone et de Jeannot. Jojo, c'est le nom que Emmanuel Macron avait donné aux Gilets jaunes. Il les a appelés Jojo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous êtes débiles. Vous êtes des demeurés. Vous ne comprenez rien. Ça a tellement choqué le pays, Jojo, le gilet jaune, qu'une académicienne française a écrit un tract chez Gallimard qui s'appelle Jojo le gilet jaune, dans lequel elle s'emporte. C'est une académicienne, hein, dans lequel elle s'emporte contre Emmanuel Macron. Ce tract a eu énormément de succès. C'est dire la violence psychique et pas seulement physique du néolibéralisme. Donc, premier élément de réponse, voilà ce que ça donne, de la violence. Deuxième élément tout à fait contradictoire, ça donne une libération. La fin de cette hégémonie culturelle, l'atteinte à cette hégémonie culturelle, ça libère notre pensée pour penser autrement, pour vouloir autre chose. Et par exemple, ça libère notre pensée pour vouloir la démocratie. Cette envie de démocratie, mais de démocratie réelle, dans laquelle c'est vraiment le peuple qui a le pouvoir. C'est lui qui gouverne et personne d'autre. Est né en même temps que l'atteinte au néolibéralisme. C'est contemporain, c'est lié. Donc, on est dans un moment extrêmement ambivalent, puisque c'est à la fois un moment de grande souffrance, puisque le néolibéralisme nous fait encore plus souffrir, puisqu'il nous violente. Voilà, violence physique, violence psychique manifeste. Mais en même temps, il s'affaiblit et ça libère l'espace pour autre chose, pour des alternatives. Oui, mais on a vécu plein de crises depuis plusieurs années. À chaque fois, on s'est dit, bah, là, le modèle est en bout de course, on va pouvoir bâtir autre chose. Et puis, à chaque fois, il n'y a pas eu du tout un monde meilleur. On a eu plutôt un système qui a sauvé sa peau, qui est ressorti encore plus fort, encore plus autoritaire, encore plus violent. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir encore longtemps? Alors, c'est une excellente question. Mais je vais vous dire, encore plus fort, encore plus autoritaire, encore plus violent ne sont pas synonymes. Encore plus autoritaire et encore plus violent, oui. Mais pas encore plus fort. Parce qu'en fait, quand vous êtes violent et autoritaire, c'est que vous n'avez pas d'autorité. C'est que vous êtes faible. En fait, la violence et l'autoritarisme, ça a été très bien montré par la philosophie politique sur le despotisme, par exemple, c'est signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Donc, je crois qu'à la fois le néolibéralisme est devenu plus autoritaire et plus violent encore, mais il s'est affaibli. À chaque fois, il s'est affaibli un peu plus. C'est ça qui est dur à entendre, parce qu'on confond la force et la violence. Donc, je crois qu'on peut faire le double diagnostic qu'il est plus faible, qu'il a perdu en hégémonie culturelle. Le néolibéralisme, c'est devenu un gros mot, je tiens quand même à le dire. Personne ne se réclame du néolibéralisme. Plus personne n'oserait se dire néolibéral. En même temps, comme dirait l'autre, on a de plus en plus de discours publics où on nous parle d'état de droit, de république, de démocratie, de justice, de morale, etc., etc. Autant de choses qu'on ne trouve même plus en pratique dans un monde qui devient de plus en plus orwellien, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez de ces discours mensongers? Alors, ces discours mensongers ne m'étonnent pas du tout. C'est-à-dire que la seule manière pour ce système néolibéral de sauver sa peau, c'est de saturer l'espace en utilisant les termes d'état de droit, de république et de démocratie, qui sont complètement confondus d'ailleurs, parce que on fait comme si la démocratie c'était la même chose que la république, et la démocratie et la république c'était la même chose que l'état de droit, mais c'est pas du tout les mêmes notions. On peut tout à fait, dans un état de droit, je le disais tout à l'heure, où il y a des droits individuels. Une monarchie, par exemple, tout simplement. Enfin, une monarchie Bien sûr, qui serait on peut constitutionnelle. être dans une monarchie constitutionnelle, qui est une forme d'état de droit, avec une constitution, avec des droits fondamentaux de la personne, avec certains droits collectifs qui sont concédés. On aurait par exemple le droit de faire des pétitions et le droit de marcher ensemble dans la rue pour dire non. Mais le peuple ne gouverne pas.
Donc, l'état de droit, c'est pas du tout un synonyme de la démocratie. Après, moi, je suis convaincue qu'une bonne démocratie est une démocratie dans laquelle il y a un état de droit. Mais c'est pas des synonymes. Et par ailleurs, la République n'est pas un synonyme de la démocratie. La République, c'est quelque chose qui a existé, par exemple, chez les Romains, qui n'ont jamais imaginé quelque chose comme la démocratie. Ça n'existait pas chez eux. Leur seule compréhension du peuple, c'était la plebs, les couches populaires. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le démos, c'est-à-dire la totalité de la cité d'Athènes. Alors, évidemment, à l'exception notable, et c'est extrêmement triste, des femmes, des métèques et des esclaves, ce qu'on ne peut que déplorer de la part du système athénien. Mais il y avait quand même, il faut le rappeler, dans le démos athénien, ce qu'on appelle les couches populaires qui gouvernaient le pays, enfin la cité. Donc, il ne suffit pas de dire république pour dire démocratie. Donc, cette manière de tout confondre et de mépriser le sens des mots et de faire une espèce de galimatia manichéen sur le camp du bien serait la démocratie, la république et l'état de droit, ce serait le camp de la Macronie. Et tous les autres seraient en dehors de l'arc républicain. Ce serait la France insoumise et le RN. Et maintenant, ça ne vous aura pas échappé, ce serait que la France insoumise. République, c'est un mot, un très beau mot, que moi je respecte beaucoup. Je pense être profondément républicaine. Mais c'est pas parce que je suis républicaine que je suis démocrate. Parce que la démocratie, c'est quelque chose de très radical qui consiste à penser qu'un peuple est possible, qu'il peut exister réellement et qu'il peut gouverner, qu'il peut avoir le pouvoir et tout pouvoir. Et ça, c'est une thèse politique radicale à laquelle moi je crois, mais qui est juste une hypothèse politique. Et je pense que la plupart des gens qui fabriquent les discours dominants en histoire, en philosophie, dans le monde politique, etc., n'y croient pas. C'est le problème. Et que beaucoup d'entre nous, je m'y inclus, là je vais m'y inclure moi, n'y croient pas parfois. C'est-à-dire que moi je vais être très honnête avec vous, il y a des jours où je n'y crois plus, la possibilité de la démocratie, où je suis tellement abattue par la fin du néolibéralisme et sa violence, qu'il m'arrive moi-même d'être gagnée par le découragement et de me dire, si ça se trouve, c'est pas possible. Qu'un peuple ait le pouvoir, l'exerce, voilà. Donc je crois qu'on est tous profondément névrosés. On est tous profondément infectés par cette idée néolibérale que c'est pas possible. Et par cette idée du régime électif que c'est pas possible. Et là aussi, il faut qu'on fasse le ménage en nous. Il faut se soigner déjà nous-mêmes. Comme je l'ai dit pour le néolibéralisme qui nous imprègne, on est imprégné par cette idée que c'est pas possible. Et en même temps, il y a en nous, beaucoup d'entre nous, j'en fais évidemment partie, une partie de nous est travaillée au corps par cette névrose selon laquelle la démocratie n'est pas possible. C'est une idée folle. Le peuple ne peut pas gouverner. Le peuple ne peut pas avoir le pouvoir. Le pays est trop grand, c'est trop compliqué, etc. Et l'aspiration inverse à reprendre le pouvoir, à avoir le pouvoir, à voir un peuple prendre le pouvoir. Et je pense que si on prend au sérieux l'idée de démocratie, il faut se placer à cet endroit du problème, à cet endroit de la névrose, et pas se raconter que nous sommes en démocratie, et c'est très simple, et la démocratie, c'est les élections. Parce que ça, c'est une simplification intellectuelle très grave. Croire que la démocratie, c'est le retour aux urnes, c'est se tromper. C'est pas parce qu'on retourne aux urnes qu'on vit un moment démocratique. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les gens retournent aux urnes, s'ils ne délibèrent pas, s'ils ne sont pas assemblés physiquement, charnellement, s'ils ne constituent pas un démos, mais s'ils sont isolés les uns des autres et qu'ils réfléchissent qu'à partir de leur intérêt privé à l'intérieur de l'isoloir, ça fait pas un peuple. Ça fait une masse d'individus totalement irrationnels. Donc, voilà, je suis obligée de me battre, y compris contre moi-même, parce que moi-même, j'ai tendance à dire notre démocratie, revenir aux urnes pour revenir à la démocratie. C'est mes propres réflexes que je suis obligée de combattre. Et aujourd'hui, on assiste à un gouvernement électif de revendications républicaines, avec l'excellence des élus, la vertu des élus, la sagesse des élus. Ça, c'est un motif typiquement républicain. On assiste à la fois à ça et à la destruction de ça sous nos yeux. C'est-à-dire que à la fois le spectacle que vous voyez quand vous allumez les chaînes d'information en continu, vous voyez les représentants, les élus, c'est le spectacle de ce régime électif, c'est la mise en scène de cette excellence des élus, etc. Et c'est la mise en scène de l'exact inverse, c'est-à-dire que les élus sont nuls,
Ils sont incompétents, ils parlent mal, ils sont vulgaires, ils se donnent en spectacle de manière obscène, plus personne n'a confiance en eux. Ils n'ont rien d'élu, en fait. Ils ont rien de ce qu'un élu devrait avoir en termes exceptionnels de sagesse et de vertu. On a quand même un président de la République, un des premiers élus de la nation, qui est frappé d'une peine de prison ferme. On parle dans un pays où l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à de la prison ferme. Et encore hier, sur la télévision, on relate son interview comme si de rien n'était. Donc on voit bien qu'on a une mise en spectacle du gouvernement électif à l'ancienne, à tendance néolibérale et républicaine, et une mise en spectacle de son échec absolu. C'est ça qui est intéressant dans la période qu'on vit. C'est que ce qui apparaît, et je finirai là-dessus pour cette question, c'est que ce qui s'autonome République et démocratie apparaît très clairement aujourd'hui aux yeux de quasiment tout le monde comme une plutocratie. C'est-à-dire un régime dans lequel c'est pas seulement quelques-uns qui gouvernent, ça c'est l'oligarchie, mais c'est les plus riches. Oui, mais vous parlez justement de cette espèce de spectacle dans les médias, mais est-ce que le néolibéralisme, il pourrait fonctionner sans justement ces médias et une certaine propagande qui sont à ses ordres et qui défendent ses intérêts? Alors c'est impossible pour le néolibéralisme de fonctionner sans les médias, pour une raison que j'ai dite tout à l'heure. Le néolibéralisme est une théorie de la manufacture du consentement par les industries culturelles. La première industrie culturelle qu'il faut mobiliser comme un arsenal quasi militaire, c'est ce qu'on appelle les médias. Donc c'est la première industrie culturelle, c'est la plus importante. C'est plus important encore que les séries, les films, les livres. C'est ce qui a le pouvoir managérial, de nudging et d'intoxication le plus fort. Donc c'est là que ça se joue. D'où la nécessité absolue de contrôler ces médias, de les concentrer dans les mains de la plutocratie. On l'a dit aussi tout à l'heure, le néolibéralisme a ce pouvoir d'agir sur la psyché des citoyens eux-mêmes, en leur faisant intégrer des objectifs de compétition, de méritocratie, d'individualisme. Est-ce que c'est pas une des raisons qui rend aussi difficile l'union collective et la révolte? Oui, bien sûr, c'est évident. Ça isole, en fait. C'est pour ça que je combats l'image de l'isoloir. Je comprends très bien que l'isoloir se soit imposé dans le régime électif pour protéger le suffrage. Ça se comprend. J'ai fait un livre qui s'appelle Démocratie manifeste avec Christophe Pépart et on a fait 2 pièces de théâtre. Les 2 pièces de théâtre qu'on a fait, qui s'appellent la première Démocratie, point d'exclamation, un spectacle dont vous pourriez être les héros. Et la deuxième pièce de théâtre s'appelle Démocratie, 2500 ans, recherche publique désespérément, un peu comme une petite annonce matrimoniale. Nos pièces de théâtre, elles circulent dans des villages. On constitue des PNIX, des assemblées démocratiques à travers cette pièce de théâtre. Et on va dans le tissu rural. Et une des objections qui nous est faite très souvent, et qui est très juste, c'est que c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont dans l'assemblée créée par la pièce de théâtre, ce qu'on transforme en fait, pour vous dévoiler les choses, vous arrivez comme spectateur d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous arrivez seul ou avec un ami ou avec un parent, vous êtes seul ou à deux, et vous ressortez, vous avez fait assemblée. Et ce que nous disent les gens, et ils ont le courage de le dire devant tout le monde, quand ils prennent la parole à la fin, c'est que c'est extrêmement difficile dans un village de prendre la parole devant tout le monde, parce qu'on est au village. Et qu'on a finalement dramatisé le désaccord politique. C'est fait exprès. L'idée, c'est qu'être en désaccord politiquement, c'est mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le néolibéralisme considère qu'un pays mature, c'est un pays dans lequel tout le monde est d'accord sur l'essentiel. C'est le discours que vous entendez tous les jours en ce moment. Mais enfin, si l'Assemblée est mature, tout le monde va pouvoir se mettre d'accord sur un budget minimal au nom de l'intérêt général du pays. On nous sert ce discours en permanence. Donc le désaccord politique est dramatisé. Il apparaît comme un drame, comme une scission, comme une guerre civile. Donc, du même coup, c'est extrêmement difficile d'être en désaccord, par exemple, sur la gestion du Covid, et que la famille tienne encore debout, parce que non, il faut être tous derrière le chef pour que ça se passe bien. De même, il est très difficile d'afficher ces désaccords politiques au village, ça va nous empêcher de nous croiser pacifiquement sur la place publique, etc. Donc on est dans un moment comme ça, ce qui rend extrêmement difficile d'exprimer ses opinions politiques. Donc je comprends que dans
dans un monde dépolitisé qui diabolise le désaccord politique, je comprends qu'il faille un isoloir pour se cacher, pour affirmer ses idées de manière secrète et isoler les uns des autres. Vous voyez, c'est très très puissant cette idée que quand on va voter, on est seul face à sa conscience. Les Athéniens pensaient exactement l'inverse. La PNIX, c'est pas 6000 isoloirs les uns à côté des autres, c'est 6000 à 10 000 personnes qui essayent de se parler de manière franche les uns par rapport aux autres. C'est l'inverse de l'isoloir. Or, le néolibéralisme ne cesse de nous isoler les uns des autres. Par exemple, on le voit sur l'élève ou le patient. Prenons des services publics les plus importants, l'éducation, la santé, parmi les plus importants. On va isoler l'élève. Il va être au centre du système. On va parler d'une pédagogie centrée sur l'élève, mais on va le centrer sur un individu compétiteur. On va faire la même chose avec le patient. La thèse, c'est que l'éducation et la santé sont des ressources rares. C'est une thèse malthusienne. C'est une thèse complètement discutable. Hein. Absolument, c'est une thèse fausse à mon avis. Selon laquelle l'éducation est un bien et la santé est un bien rare. Donc il y a trop de gens pour accéder à cette ressource rare. C'est la vision économiciste. Hein. Beaucoup de gens disent que la science économique est basée sur la thèse malthusienne de la rareté des ressources. La science économique, c'est la science qui gère le problème de la rareté des ressources, des biens rares. Et donc, on va partir du principe que la santé est un ensemble de biens rares, l'éducation est un ensemble de biens rares, et que tout le système doit être centré sur un individu seul, compétiteur, qui est en compétition avec tous les autres. Pareil pour le malade, qui va, quand vous êtes dans un système néolibéral de santé, ce qui est le cas aujourd'hui, quand vous êtes soignant, vous passez votre temps à essayer de donner des chances dans la compétition pour l'accès aux soins. Vous essayez de donner des chances à votre patientèle, qui est en compétition avec les autres patientèles. Et donc, impossible d'imaginer une délibération collective sur la santé, une solidarité, une coopération. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. On le voit très bien dans la réforme de l'éducation. La réforme Blanquer, Jean-Michel Blanquer, qui a détruit la notion de classe à l'école, par sa réforme du lycée. Un professeur n'a plus 5 classes. Il a des centaines d'élèves qui sont tous en compétition les uns contre les autres et qui sont tous dans des parcours éclatés et différenciés. Alors, les mouvements sociaux sont en train de repartir, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils soient récupérés par des individus ambitieux et pas forcément soucieux de l'intérêt général ? Ce risque, il existe dès la démocratie athénienne. Et c'est pour ça que la démocratie athénienne a inventé la procédure qu'on appelle l'ostracisme. Parce que quand il y a de la démocratie, il y a un risque de démagogie. Et il y a un risque que des individus ayant un plus grand charisme, des ambitions dévorantes, écrasent les autres et prennent le pouvoir sur la psyché, sur l'opinion, Bien sûr, ce risque existe. Absolument. Alors, l'ostracisme, rapidement, hein, ça consiste à se dire que quand un individu essaie d'écraser les autres en les dominant et en les manipulant, s'il y a un nombre massif d'Athéniens qui le jugent dangereux, il va être envoyé à l'extérieur des murs de la cité pour qu'on s'en préserve. Donc, les démocrates athéniens étaient extrêmement soucieux de ce risque. Ils avaient reconnu que ce risque accompagnait comme son ombre la démocratie. Vous avez parfaitement raison. Il y a un autre sujet avec les mouvements sociaux, c'est qu'on voit que régulièrement, ils font l'objet de campagnes de discrédit. Là, par exemple, on a vu passer que le mouvement du 10 septembre serait peut-être un projet initié par Poutine. Vous pensez quoi de ce genre d'opération de com ? Oui, il s'agit de ça, c'est-à-dire nous raconter que ce sont les Russes qui ont organisé le 10 septembre. Enfin, c'est même un déni de la réalité, puisque même les radios dominantes et les chaînes dominantes trouvent des vrais Français qui sont à l'initiative de cette démarche. Donc, c'est bien la preuve que c'est faux. Pas si dur de trouver des Français mécontents quand même, normalement. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, je suis tout ce qui concerne le 10 septembre parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je suis assez d'accord avec ceux qui considèrent que ce type d'initiative s'inscrit dans la filiation des Gilets jaunes d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour moi, la question des Gilets jaunes n'est pas terminée. C'est comme la Révolution française. La Révolution française n'est pas terminée.
le mouvement des Gilets jaunes n'est pas forcément terminé. Donc tout ce qui consiste en une suite de ces processus m'intéresse au plus haut point, et positivement. Nous raconter que c'est une manipulation de l'étranger, enfin, c'est quand même en gros la théorie de l'ennemi de l'intérieur. C'est quand même grave, ce sont des discours graves. Que les Russes aient utilisé... moi j'ai regardé RT pendant des années, une chaîne que je détestais par ailleurs, que je combattais. Mais que RT ait utilisé toutes les crises que traversait la France pour en rajouter, c'est indéniable. Ils l'ont fait à chaque fois. C'est sûr. Mais c'est pas eux qui sont à l'initiative. Et quant au risque de la manipulation par le leader charismatique ou le leader maximo, pour revenir sur cet autre risque, oui, la première chose à faire, c'est en finir avec le culte du grand homme. Et ne pas considérer qu'il serait résolu si on mettait à la place une grande femme. En finir avec le culte des grands individus. Ça, il faut vraiment s'en défaire. Chercher dans le parti le meilleur, le plus beau, le plus grand, le plus exceptionnel, celui qui parle le mieux. Et c'est très difficile. Moi-même, quand je me surveille de près, je vois bien que dans les partis que je soutiens, je suis extrêmement à l'affût de celui qui est le plus brillant, de qui pourrait remplacer le chef. Voilà, on a du mal à se défaire de ça. Mais ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça va à l'encontre d'un mouvement de démocratisation du pays. Mouvement de démocratisation qui, à mon avis, peut difficilement être progressif, qui ne peut être que révolutionnaire, en fait. Beaucoup de mesures autoritaires sont justifiées par la nécessité de s'adapter à un monde en plein changement. Je pense aux tarifs douaniers de Trump, à la montée en puissance des BRICS, la guerre en Ukraine, notre manque de compétitivité aux Allemands, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut résister à ces discours ? C'est une très bonne question. S'adapter au changement, c'est une nécessité, à mon avis, aussi. C'est-à-dire que je ne combats pas la notion d'adaptation. Ça, c'est quelque chose que je voudrais expliquer sur mon livre, Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, que j'ai mise entre guillemets dans mon livre pour critiquer l'énoncé « il faut s'adapter ». Mais là, ça va être un peu technique. Moi, ce que je critique, c'est pas l'idée qu'il faudrait s'adapter. N'importe quel vivant, pour vivre dans son environnement, doit s'ajuster à son environnement. Ce que je critique, c'est une certaine conception de l'adaptation qui considère deux choses. Un, que ce à quoi on doit s'adapter, c'est le monde de la mondialisation, alors que pas du tout. Le monde change, la mondialisation a été dans l'hégémonie culturelle du néolibéralisme le cap de tout le monde, mais c'est fini. C'est plus le cas. C'est plus le cas depuis le Covid, c'est plus le cas depuis les années 2000, c'est plus le cas depuis la crise écologique, c'est plus le cas avec l'émergence du Trumpisme, qui est un mouvement hostile à la mondialisation. Donc ça montre bien que ce à quoi il faut s'adapter, c'est pas nécessairement à la mondialisation. Moi, je le combats, cette idée-là. Donc, il faut s'adapter à quelque chose qui est en changement, donc on ne sait pas à quoi il faut s'adapter, à quoi il faudra s'adapter demain. Or, le discours adaptationniste, c'est un discours qui fige le télos, la fin de l'évolution, le monde mondialisé des néolibéraux. Ça, c'est anti-évolutionniste. Quand on a une vraie compréhension de l'évolution, on comprend que l'évolution, elle part dans toutes les directions et qu'on ne connaît pas par avance les multiples directions que va prendre l'évolution. Donc, si on regarde l'histoire mondiale, ça part dans une multiplicité de directions et ça ne cesse de se démultiplier en une multiplicité de directions distinctes. Et personne ne peut dire, sous prétexte qu'il est un grand homme, qu'il sait le but de l'évolution et que c'est à ça qu'il faut s'adapter. Donc, je combats l'adaptationnisme quand il fiche les fins de l'évolution dans la mondialisation. Et l'autre chose que je combats dans l'adaptationnisme, c'est l'idée qu'il faudrait s'adapter à l'environnement qui serait figé, qui serait le monde mondialisé, et que le vivant qui doit s'y adapter serait une sorte de pâte molle, passive, qui n'aurait pas son mot à dire. Quand on comprend bien l'adaptation en biologie, et c'est ce que John Dewey, le philosophe américain John Dewey, a objecté au néolibéral Walter Lippmann, on comprend que l'adaptation, l'ajustement, c'est une relation, une interconnexion permanente entre le vivant et son milieu. C'est-à-dire que, à la fois, le milieu influe sur le vivant, qui doit épouser ses formes, en quelque sorte, comme une pâte à modeler, certes, mais en même temps, c'est pas une pâte à modeler, parce que le vivant, il transforme activement le milieu, de manière assez souveraine. Il lui donne sa forme. Et donc, un vivant, comme dit Georges Kerguelen, il est normatif. Il impose ses normes, il transforme son monde. Et par exemple, en démocratie, le peuple, c'est lui l'acteur, et c'est lui qui transforme le pays. Il ne faut pas s'adapter à un pays qui devrait s'adapter à la mondialisation, ça c'est faux. C'est au peuple de décider de la multiplicité des environnements qu'il souhaite créer. Et ce sera nécessairement des environnements multiples. Ce ne sera pas un environnement. Et ce sera nécessairement des environnements changeants. Et il faudra réviser
sans cesse, à un rythme raisonnable, mais sans cesse, les nouvelles finalités dont on a délibéré ensemble. Ça, c'est le contraire de l'adaptation au sens néolibéral, qui est autoritaire et fixiste. On parlait précédemment de la fabrication du consentement par le néolibéralisme. Comment on peut échapper à cette fabrication du consentement? Déjà, la première réponse que j'ai déjà donnée plusieurs fois au cours de notre conversation, c'est de l'identifier. Ça, c'est quand même le début. C'est comme dans une thérapie. Un des meilleurs moyens pour aller mieux, c'est de déjà identifier qu'on va mal et identifier pourquoi on va mal, comment on va mal, de quelle manière on va mal. À partir du moment où un téléspectateur voit que les médias sont une industrie culturelle qui fabrique du consentement, déjà, ça commence à aller mieux. Après, il y a 2 possibilités. Soit on décide d'arrêter de regarder les médias dominants, parce que c'est toxique, parce que c'est dangereux, parce que c'est manipulatoire. Je comprends tout à fait cette décision, mais elle a un énorme coût. Elle a un énorme coût. Et d'où la deuxième alternative, soit on continue à regarder ces médias dominants. Et ça a aussi un coût puisque c'est mauvais pour la santé mentale. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut arrêter de les regarder ou est-ce qu'il faut continuer à les regarder en regardant comment ils fabriquent le consentement, etc. Pour ma part, j'ai choisi la deuxième voie. Et je le paye cher, hein. Je veux dire, c'est-à-dire que je passe énormément de temps sur ces médias, à les décrypter, à les regarder, à les étudier. Et c'est au prix de ma santé, très clairement. J'en ai parfaitement conscience. Mais c'est un arbitrage qu'il faut faire. Parce que pourquoi moi, pour ma part, mais je donne de leçons à personne, mais pourquoi moi, je suis partie dans cette direction? Parce que je ne me résous pas à abandonner l'espace public à ces industries et à ne pas y participer. C'est-à-dire que j'ai la prétention de vouloir, moi aussi, participer à l'espace public. Or, ce que permettent ces chaînes en continu et ces réseaux sociaux, avec les contenus, c'est une connexion en temps réel avec les autres parties de la population. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que moi, quand j'allume BFM TV ou quand je regarde Twitter, je sais qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers, voire même dans des grands moments, des millions de gens qui regardent en même temps. Et ça, c'est extrêmement important pour avoir quelque chose comme cette coprésence du démos, qui était coprésent sur la PNIX au même moment. C'est pas la même chose puisque c'est numérique ou c'est à distance. Donc, c'est pas la même chose qu'une coprésence charnelle. Mais ça réactive la chaleur de cette coprésence charnelle. Et pour ma part, je trouve extrêmement dangereux de faire sécession et de dire je m'intéresse plus à la vie politique, je m'intéresse plus au cirque du gouvernement électif, je m'intéresse plus à la France, je m'intéresse plus au pays et je vais vivre dans ma communauté, éventuellement anarchiste ou démocratique, à l'échelle de quelques amis et quelques familles, dans mon village et cultiver mon jardin. Ça, c'est une sécession que, pour ma part, j'ai refusée. Elle m'a tentée, hein. Elle me tente encore tous les jours, hein. Elle me tente. Mais que je refuse parce que ça empêche d'avoir une vie publique et politique. Et ça nous coupe de la possibilité d'aller vers une démocratie. Et est-ce qu'il est possible d'avoir une démocratie fonctionnelle sans souveraineté? Je pense notamment au fait qu'on a délégué une grande partie de notre souveraineté à l'Union européenne, qui est elle-même, comme vous le rappeliez, un laboratoire néolibéral redoutable, qui souffle à nos gouvernants des réformes injustes qu'ils essayent de faire passer en force. Bon, c'est une très bonne question et je vais avoir une réponse double. La première, c'est que, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec les partis dits souverainistes qui combattent la mondialisation et qui veulent que les peuples de chaque pays reprennent une forme de souveraineté sur leur destin. Alors ça, c'est très clair. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, on rencontre 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les souverainistes croient dur comme fer à la souveraineté de l'État-nation et ont assez peu de recul critique sur ce qu'est l'État-nation. Or, l'État-nation, il est potentiellement dangereux. Il peut avoir une capacité à oppresser les individus, à opprimer les collectifs, à façonner, etc., qui pose quand même problème. Donc, il faut avoir Moi, je suis assez convaincue que l'État est nécessaire. Je suis assez d'accord avec l'idée de nation, mais je suis convaincue que l'État-nation est quelque chose de potentiellement dangereux dont il faut limiter les pouvoirs.
Or, la notion de souveraineté de l'État-nation est un concept qui, par principe, réclame l'illimitation du pouvoir. La souveraineté, ça a été théorisé dans l'époque moderne. Le mot de souveraineté n'existe pas avant. Il est théorisé à l'époque moderne par des penseurs comme Thomas Hobbes ou comme Baudin, et il est inscrit dans le concept de souveraineté qu'elle est illimitée. Donc, moi, je suis quand même très mal à l'aise avec un État-nation qui aurait un pouvoir illimité. Et j'entends les critiques des anarchistes ou des démocrates qui considèrent qu'il faut limiter l'État-nation dans ses pouvoirs. Et donc, ça, c'est plus la souveraineté, stricto sensu. Et il y a un deuxième problème avec la souveraineté populaire. Pour ma part, je suis l'héritière, politiquement, des partisans de la souveraineté populaire qui se sont imposés politiquement en France au moment de la Révolution française et qui ont contribué à inscrire dans la Constitution cette thèse jamais respectée que le seul souverain, c'est le peuple. Mais en même temps, je suis mal à l'aise avec la notion de souveraineté populaire parce qu'il y a cette idée d'illimitation d'un pouvoir qui friserait avec l'hubris. De toute façon, on revient du Montesquieu qui a aussi l'équilibre des pouvoirs, finalement. Alors moi, un pouvoir doit contrôler d'autres pouvoirs. Absolument. Je suis extrêmement réservée sur la pensée de Montesquieu. J'ai du mal avec mes collègues qui présentent Montesquieu comme un modèle pour penser notre monde d'aujourd'hui, pour une raison très simple. C'est que Montesquieu, c'est très clair dans l'esprit des lois. Il le dit noir sur blanc. Ne crois pas un seul instant possible que la démocratie puisse administrer un grand État. Donc Montesquieu, son modèle, c'est la monarchie constitutionnelle. C'est extrêmement clair. Et donc, moi, je ne peux pas être considéré que la monarchie constitutionnelle est un modèle avec la figure du monarque, du grand homme. On parle juste de l'équilibre des pouvoirs. Oui, oui, les check and balance qui ont été repris aux États-Unis à Montesquieu. Mais je ne crois pas du tout, moi, au check and balance et à l'équilibre des pouvoirs au sens proto-libéral de Montesquieu, avec l'idée d'une complication du pouvoir, où tous les pouvoirs se démultiplient et se compliquent et s'opposent les uns aux autres. Je suis pas du tout séduite par ce modèle en fait proto-libéral qui va être ensuite exalté par les libéraux. Donc je suis pas du tout dans une pensée des contre-pouvoirs. Mais par contre, j'attire juste l'attention de vos auditeurs, téléspectateurs sur le fait que c'est quand même très risqué de penser le pouvoir sur le mode de l'illimitation ou de l'absolu. Et c'est quand même le risque avec le concept de souveraineté. Même si, je suis très honnête avec vous, je viens de ce sillage politique, la souveraineté populaire, le souverainisme des États contre la mondialisation. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Est-ce que vous pensez que le problème de notre société, c'est la lutte des classes ou l'opposition entre le peuple et les élites ? Je crois que ça n'aura échappé à personne qui a lu mes ouvrages « Il faut s'adapter » ou « Démocratie manifeste ». Je ne reprends pas la matrice marxiste. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'histoire est organisée par une lutte des classes où le prolétariat serait l'agneau christique avec d'abord un premier moment où ce serait la bourgeoisie qui aurait fait la révolution et puis aurait utilisé le peuple comme bélier pour triompher. Et ensuite, il y aurait un deuxième temps qui serait le prolétariat qui, finalement, l'emporterait. Donc, je ne parle pas de Marx, parce que Marx n'a pas dit des choses comme ça. Je parle du marxisme historique, la manière dont il s'est structuré, y compris avec le marxisme-léninisme ou dans les partis communistes divers et variés. Je ne pense pas du tout que cette clé de lecture historique soit la bonne. Déjà, rien que pour commencer, pour la Révolution française, je pense que c'est complètement faux. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que la Révolution française est la révolution de la bourgeoisie et qu'elle aurait utilisé les classes populaires comme béliers pour instaurer ses privilèges. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. La Révolution française a été le fait d'un peuple entier, avec toutes les parties du peuple, parce qu'il y a tout le monde dans le peuple. Hein. Même le roi, même les aristocrates, ils font partie du peuple, au sens de démos. Donc, moi, je ne peux pas être d'accord avec la définition marxiste du peuple comme classe laborieuse. La Révolution française, elle a été faite par tout le peuple de France, et elle a dû lutter contre une partie du peuple qui ne la voulait pas, contre-révolutionnaire. Et c'est très bien montré, par exemple, je le cite souvent, par un historien comme Georges Lefebvre, dans 89, qui montre très bien que 89 a été fait par les aristocrates, par les bourgeois, par les classes populaires urbaines et par les classes populaires rurales.
Et on n'avait jamais dit que les aristocrates avaient fait la Révolution française. On n'avait jamais dit que les paysans avaient fait la Révolution française. Ils avaient été complètement méprisés dans l'historiographie ancienne et dans l'historiographie marxiste. En réalité, il se passe quelque chose historiquement quand de toutes les parts dans le peuple, un processus révolutionnaire est engagé. Voilà. Donc, ceci pour éviter de simplifier les choses avec la lutte des classes. Et puis, par ailleurs, je suis gênée dans le marxisme par le prisme que j'appellerais économiciste, qui consiste à tout ramener à des questions uniquement économiques ou de propriété. Dans mon travail, je considère que c'est extrêmement important, ces questions de partage des richesses, de propriété, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai travaillé moi, parce que je pense que c'est très bien montré par beaucoup de mes collègues. Moi, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une lutte autour du psychisme, il y avait une lutte autour du savoir, de l'épistémé, des connaissances. Et c'est tout aussi important que la question économique des richesses, la question épistémique. Et ça tend, dans le schème de la lutte des classes, qui est entièrement fondé sur la question de la propriété et de la richesse et le travail, ça risque de minorer ces questions. Donc, il y a un vrai danger à ça. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas le prisme que j'ai choisi. Et par ailleurs, mon prisme n'est pas non plus le peuple contre les élites, parce que je pense que ce n'est pas juste, dans la mesure où je ne crois pas que ceux qui nous gouvernent, là, constituent une élite. Les élus, l'ensemble des élus ne constitue pas une élite. C'est justement ce qui rend notre époque passionnante. Ils sont manifestement incompétents, ils sont manifestement ignorants, ils sont manifestement mal intentionnés et plutocratiques. Donc, ce n'est pas une élite, parce que qui dit élite dit les meilleurs. Aristocratie, quoi. Hein, non, précisément. Donc, je ne suis pas non plus d'accord avec cette idée que tout se jouerait entre un peuple qui serait en bas et une élite qui serait en haut. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il soit possible de changer le système de l'intérieur, ou est-ce qu'il faut nécessairement passer par une révolte? Oui, merci beaucoup de cette question, parce que c'est vraiment sur ce sujet que je travaille dorénavant. C'est vraiment une question que je me pose. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, parce que c'est ça l'horizon, l'hypothèse politique que je propose, sachant que ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une vérité révélée, c'est une hypothèse de travail. La possibilité que le peuple, enfin, se gouverne réellement lui-même et réellement le pouvoir sur lui-même, prenne réellement lui-même les décisions. C'est vraiment pour moi une hypothèse fragile de travail, mais c'est la mienne pour l'instant. Et la question que je me pose très sincèrement, c'est est-ce que on peut aller vers cette hypothèse démocratique ou cette expérimentation démocratique petit à petit, à petits pas, à l'intérieur du système électif, en l'améliorant, ou est-ce qu'il faut une révolution? C'est-à-dire, où est-ce qu'il faut une sortie extrêmement rapide, pas nécessairement violente, parce que je tiens à dire, pour avoir beaucoup réfléchi sur le concept de révolution, que la révolution n'implique pas analytiquement la violence, contrairement à un réflexe qu'on pourrait avoir quand on entend le mot révolution. Souvent, quand on entend le mot révolution, on voit rouge, au sens du sang versé. Beaucoup de révolutions n'ont pas versé de sang. La révolution scientifique est une vraie révolution. Certaines révolutions dans les pays de l'Est récentes sont des vraies révolutions. Il n'y a pas eu de sang versé. Donc, la révolution, c'est pas nécessairement, ou la révolte, c'est pas nécessairement la violence physique. Mais par contre, ça suppose une accélération, quelque chose de rapide, quelque chose qui va extrêmement vite et qui est massif. Pour ma part, j'ai tendance, j'ai peut-être tort, mais à réserver le terme de révolution à un champ lexical positif. C'est-à-dire, je vois difficilement comment une révolution est révolutionnaire si elle n'est pas émancipatrice. Et je tends à penser, c'est mon hypothèse intellectuelle, qu'on ne peut passer à la démocratie que rapidement, massivement et brutalement, en sortant soudainement du système électif. Il faut abattre le système électif. Je ne crois pas qu'en raffinant le système électif, en mettant un peu de respiration démocratique, un peu de consultation du prétendu peuple, qui sont en fait des individus derrière leur écran, un peu de quelques doses. Je ne crois pas au régime mixte, pour le dire autrement, qui est la grande théorie de la philosophie politique, le régime mixte. Hein.
un peu d'aristocratie, un peu de monarchie, un peu de démocratie, et puis ça serait le meilleur des régimes. Je crois pas du tout. Je crois que la démocratie, si on la prend au sérieux, c'est vraiment le peuple, et lui seul, qui a le pouvoir. Et donc, ça peut pas être un peu de démocratie. Si c'est de la démocratie, c'est total. Et je crois de moins en moins, après l'avoir cru longtemps, qu'on peut faire une politique des petits pas. Et je pense la même chose pour l'écologie d'ailleurs. J'ai beaucoup combattu, et je continue à combattre la théorie du colibri, selon laquelle la révolution écologique pourrait se faire à l'échelle de l'individu, par des petits gestes, les gestes infimes de chaque colibri qui composerait l'espèce humaine. Je crois au contraire que c'est un grand mouvement politique, rapide, massif, soudain, qui permettra à une révolution écologique de voir le jour. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Barbara. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Ben là, je vais vous donner un exemple extrêmement précis qui fera écho à un autre exemple. Là, par exemple, ce qui est très important de connaître de près et que personne, enfin très peu de gens connaissent en fait de près, c'est qu'est-ce qui se passe en France le 10 septembre 2025. En fait, beaucoup de gens, par exemple dans mon milieu, sont à distance de cet événement qui, au moment où je vous parle, aura peut-être complètement échoué, aura peut-être partiellement réussi, aura peut-être massivement réussi, j'en sais absolument rien. J'ai aucune capacité à prédire l'avenir, hein. Pour moi, l'avenir est totalement imprédictible. Donc, ce qui va se passer, on est le 3 septembre aujourd'hui, ce qui va se passer dans 7 jours, j'en ai strictement aucune idée. Mais par contre, aujourd'hui, le 3 septembre, je peux vous dire que le 10 septembre, c'est très intéressant. Et que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe le 10 septembre en France et même à côté de chez nous. Parce que c'est des messageries cryptées, parce que c'est très difficile de rentrer dans la boucle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit on se contente de regarder la télévision et on se laisse intoxiquer par l'idée que c'est les Russes qui ont orchestré le 10 septembre, ce qui serait extrêmement malheureux, ils ont fait la même chose avec les Gilets jaunes. Soit on prend son téléphone, on prend Internet et on fait des recherches. On fait des recherches. On appelle ses amis qui ont peut-être des informations, on regarde les médias alternatifs, on cherche. Et je pense que c'est un objet d'exploration fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter, si on veut qu'un jour une démocratie advienne. Je m'adresse là à ceux qui voudraient qu'une démocratie advienne. Peut-être que parmi vos auditeurs, téléspectateurs, ils n'y croient pas, mais je m'adresse à ceux qui y croient. On ne peut pas participer à cette advenue en ayant les bras croisés et en participant pas à ces mouvements sociaux et politiques. Il faut y mettre les mains, il faut entrer dans la danse. Donc moi, je me suis donné comme tâche, comme je l'avais fait au moment des Gilets jaunes, d'aller le 10 septembre sur place, dans ma ville. J'irai partout où c'est possible d'aller. Je me suis donné comme tâche là d'appeler toutes les personnes que je connais qui ont peut-être des informations, qui peut-être connaissent des réseaux cryptés dans lesquels je pourrais rentrer. Je pense que c'est un devoir civique et démocratique si on croit à la possibilité de l'avènement d'une démocratie enfin dans ce pays. Et ça ne passera que par des grands mouvements sociopolitiques éruptifs. Ce n'est pas les grands hommes qui vont nous amener la démocratie. Jamais. Donc, pour ça, il faut qu'on entre dans des opérations d'enquête et de connaissance. Voilà. Et je sais que c'est difficile de connaître les Gilets jaunes quand on est derrière sa télé et qu'on ne sort pas dans la rue. Je sais que c'est difficile de connaître le mouvement du 10 septembre quand on n'appelle personne et qu'on se contente d'écouter la radio. Mais je propose aux gens d'aller plus loin et de devenir non seulement connaisseurs de ces sujets, mais acteurs de ces processus. Et je m'adresse en particulier à la petite bourgeoisie intellectuelle à laquelle j'appartiens, qui passe son temps à regarder ça de haut et de loin, et qui n'y va pas. C'était le sens de mon livre Du Cap aux Grèves.